Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce contexte particulier et dans cette période compliquée pour tous. Alors oui, période compliquée que vous avez subie dans vos entreprises au cours de ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous avez dû faire face à l'urgence avec la crise sanitaire et aujourd'hui, vous vous retrouvez face à de vraies difficultés économiques et des questionnements qui émergent. Je pense que parmi vous, certains d'entre vous envisagent de recourir à des licenciements économiques dans les prochaines semaines, les prochains mois, justement à cause de la crise sanitaire. Près de 8 mois après la crise, vous êtes peut-être à la recherche de solutions pour éviter les licenciements économiques. La négociation collective, largement encouragée par les réformes successives du droit du travail, vous propose des outils de flexibilité pour vous permettre de vous adapter à votre environnement. L'accord de performance collective, tout d'abord, vous offre la possibilité de modifier les contrats de travail de vos salariés pour permettre à l'entreprise de s'adapter à l'évolution du marché. La rupture conventionnelle collective, ensuite, vous permet de proposer à vos salariés un dispositif de départ volontaire sécurisé car validé par la DIECT. Nous sommes là aujourd'hui, Loïc Plante et moi-même, Jessica Gigant du pôle RH du cabinet BDO, pour vous proposer un éclairage sur ces deux dispositifs, l'accord de performance collective et la rupture conventionnelle collective. Premier outil, l'accord de performance collective. Le terrible accord de performance collective. Cet accord collectif vous permet d'imposer des modifications de contrat de travail à vos salariés pour permettre à l'entreprise de s'adapter aux évolutions du marché, à la hausse ou à la baisse. Il peut être mobilisé pour 3 finalités. Répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, ce qui peut correspondre à un grand nombre de situations. Il peut être aussi mobilisé pour préserver l'emploi dans le contexte actuel de crise. Mais il peut aussi tout à fait être mobilisé pour développer l'emploi, vous permettre de répondre à une augmentation significative et durable de votre activité. Il est important de prendre en considération que l'APC, l'accord de performance collective, peut être mobilisé en dehors de toute difficulté économique. Il est d'ailleurs déconnecté de la réglementation relative au licenciement économique. Contrairement à la rupture conventionnelle collective, qui est basée sur le volontariat des salariés, l'accord de performance collective permet d'imposer aux salariés des modifications de leur contrat de travail, et ce, sans intervention de la DIECT. Ce dispositif est ouvert à tout type d'entreprise, quel que soit son effectif. L'accord peut être mis en place au niveau de l'entreprise, de l'établissement, ou encore ne concerner qu'un seul service. Sur les modalités de conclusion de ce type d'accord, on est sur l'application pure et simple du droit commun de la négociation collective. L'accord peut être mis en place par le biais d'un accord majoritaire si vous avez des délégués syndicaux. Il peut aussi être mis en place selon les modalités dérogatoires de la négociation collective, via les élus du CSE, ou encore par référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés. Du fait de son impact sur les contrats de travail, il est important de bien mesurer l'intérêt de recourir à un accord de performance collective et de mesurer le champ d'application de l'APC. Si vous envisagez, dans le cadre de votre projet d'entreprise, de geler temporairement une prime non contractuelle, il est possible que le recours à l'APC n'ait aucun intérêt. D'où la nécessité de bien mesurer le champ d'application de l'APC et ses effets sur les contrats de travail. En effet, au fil des embauches, et parfois sans même vous en rendre compte, vous avez intégré au contrat de travail de vos salariés certains éléments, des avantages, comme par exemple des primes, des jours de congés supplémentaires, etc. Par principe, dans le droit commun, si vous concluez un accord collectif portant sur un sujet que vous retrouvez dans vos contrats de travail, on va chercher à appliquer la norme la plus favorable pour le salarié entre l'accord collectif et le contrat de travail. L'accord collectif ne va s'appliquer au contrat de travail du salarié que s'il prévoit en son sein des dispositions plus favorables pour le salarié. Si vous souhaitez imposer aux salariés des dispositions moins favorables que leur contrat de travail, il va falloir que vous passiez par une modification du contrat de travail, donc recueillir l'accord du salarié matérialisé par la signature d'un avenant individuel. Et c'est là toute la particularité de l'accord de performance collective. Par le biais de l'accord de performance collective,
Les dispositions prévues par l'accord de performance collective vont se substituer aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, quand bien même ces clauses sont moins avantageuses pour le salarié et sans avoir besoin de passer par un avenant individuel. Alors, est-ce que l'on peut négocier sur tous les thèmes avec l'accord de performance collective? La réponse est non. Avec l'accord de performance collective, vous allez pouvoir agir sur 3 leviers. Vous pourrez aménager la durée du travail. Vous pourrez aménager la rémunération de vos salariés. Et enfin, vous pourrez déterminer les conditions dans lesquelles vont se dérouler la mobilité professionnelle et la mobilité géographique. Premier levier, la durée du travail. L'accord de performance collective offre de nombreuses possibilités en matière de durée du travail. Il permet d'augmenter ou de réduire la durée du travail, hebdomadaire ou quotidienne. Il permet de prévoir une nouvelle répartition de la durée du travail sur la semaine, par exemple, ou encore aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Mais ces possibilités existent déjà dans le droit commun. Là où l'accord de performance collective prend tout son sens, est novateur, c'est qu'il vous permet d'imposer ces modifications de contrat à vos salariés. Par exemple, vous avez un salarié qui a une durée contractuelle de travail de 35 heures. Grâce à l'accord de performance collective, vous allez pouvoir imposer à ce salarié une augmentation de sa durée du travail pour faire face à une augmentation d'activité, mais vous allez aussi pouvoir lui imposer une diminution de sa durée contractuelle de travail pour faire face, par exemple, au contexte actuel de crise. Un autre exemple sur l'aménagement du temps de travail, vous avez un salarié qui, à temps partiel, qui a une durée contractuelle de travail de 24 heures. Grâce à l'accord de performance collective, vous allez pouvoir imposer à ce salarié la mise en place d'un dispositif de temps partiel annualisé sans nécessité de recourir à un quelconque avenant au contrat de travail. Ce qui est différent du droit commun. Si on fait un parallèle avec le droit commun, dans le droit commun, la modification, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail pour un salarié à temps partiel constitue une modification de son contrat de travail. Il doit donner lieu à un avenant. Avec l'accord de performance collective, vous pouvez outrepasser cette obligation. Comme tout accord, l'APC devra respecter les dispositions d'ordre public, notamment les dispositions d'ordre public en matière de durée du travail, par exemple la durée légale du travail ou les temps minimum de pause après 6 heures de travail. Il devra aussi respecter les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail. Par exemple, si vous mettez en place un dispositif d'aménagement du temps de travail, l'accord, l'APC, devra respecter les dispositions spécifiques qui s'appliquent pour ce corps de règles. Deuxième levier, la rémunération. Alors, avec l'accord de performance collective, vous allez pouvoir supprimer, suspendre ou modifier certains éléments de rémunération facultatifs. Donc, typiquement, c'est l'exemple d'un 13e mois contractuel que vous allez pouvoir décider de suspendre pendant une durée limitée. Vous pourrez également modifier la structure de la rémunération. Donc, par exemple, modifier les modalités de calcul d'une rémunération variable. Enfin, vous pourrez diminuer le salaire de base de vos salariés. Mais attention, vous devrez toujours respecter les 2 planchers que sont le SMIC et les salaires minimums conventionnels. Alors, nous allons prendre un exemple d'un salarié à 35 heures qui perçoit une rémunération de 2 500 €. Avec l'APC, vous allez pouvoir diminuer sa rémunération, par exemple, à 2 300 €. Mais il ne faut pas oublier que l'on est dans le cadre d'une négociation collective. Proposer une perte aussi sèche de salaire à vos salariés va être difficilement acceptable pour la signature avec les partenaires sociaux. Donc, pour proposer un résultat plus acceptable par vos salariés et par les partenaires sociaux, l'accord de performance collective, vous pouvez l'utiliser en cumulant plusieurs critères. Donc, toujours dans notre exemple, vous pourrez diminuer la rémunération de votre salarié tout en augmentant sa durée du travail afin de garantir à vos salariés leur même rémunération mensuelle. Donc tout dépend de votre projet initial. Si vous souhaitez augmenter l'amplitude horaire de vos salariés tout en maîtrisant votre masse salariale, cette possibilité peut être adéquate pour la signature d'un APC avec vos partenaires sociaux et vos salariés. Enfin, 3e levier, la mobilité professionnelle et mobilité géographique.
Avec l'APC, vous allez pouvoir modifier les postes de vos salariés, donc les affecter temporairement ou non à d'autres fonctions. Par exemple, Madame Z, responsable d'agence actuellement, qui pourra devenir, sous le coup d'un APC, chef de service dans un autre service. L'accord de performance collective pourra prévoir des actions de formation pour accompagner Madame Z dans sa mobilité professionnelle. Vous pourrez également modifier l'affectation géographique de vos salariés. Pour rappel, si vous voulez affecter vos salariés dans un autre lieu de travail, alors que leur contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité, vous devez absolument passer par la modification de leur contrat de travail. Ici, avec l'APC, vous allez pouvoir affecter, si l'on reprend notre exemple, Madame Z de l'établissement de Nantes sur le siège social de Paris, quand bien même son contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité. Pareil, sur la mobilité professionnelle, l'accord de performance collective devra prévoir des mesures pour accompagner Madame Z sur sa prise de fonction sur son nouveau lieu de travail. Justement, concernant l'intérêt de recourir à un accord de performance collective sur le levier mobilité, il est important de bien prendre en considération le fait que le recours à l'APC doit avoir un intérêt. La clause de mobilité, par exemple, doit prévoir avec précision sa zone géographique d'application. Si la modification du lieu de travail a lieu à l'intérieur de cette zone géographique d'application, on n'est pas sur la modification du contrat, mais bel et bien son exécution. Et justement, l'accord de performance collective vous permet d'aller au-delà des limites fixées par le contrat de travail. Alors, sur ces trois leviers que l'on vient de voir, donc la rémunération, la durée du travail et la mobilité professionnelle et géographique, on l'a vu, le champ de possibilités est très large. Donc, ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que le projet à la base de la mise en place de l'APC va être primordial. Il vous faudra vraiment mener une réflexion en amont sur le projet, sur la stratégie sur du plus ou moins long terme, sur la finalité portée par ce projet, et sur sa durée d'application, par exemple. Alors, ok, j'ai réfléchi à mon projet, j'ai ma stratégie en tête, je sais sur quel levier je vais jouer, j'ai réuni mes partenaires sociaux, mon accord est signé. Très bien. Mais concrètement, comment mon accord va pouvoir s'appliquer à mes salariés? Alors, une fois l'accord de performance signé, l'employeur va devoir informer les salariés de l'existence de cet accord de performance collective et de son contenu. On l'a dit, l'accord de performance collective est un outil puissant. Donc les salariés auront un mois à compter de cette information pour accepter ou refuser l'application de l'accord collectif à leur contrat de travail individuel. Mais que va-t-il se passer dans ces deux cas? Ce qui va se passer en cas d'acceptation ou de refus de l'application de l'accord à leur contrat de travail, c'est exactement ce qui fait de l'accord de performance collective un outil puissant et novateur. On l'a déjà un petit peu révélé auparavant. En cas d'acceptation de l'application de l'accord à son contrat de travail, les stipulations de l'accord vont se substituer de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail. En cas de refus de l'application de l'accord au contrat de travail du salarié, l'employeur va avoir la possibilité, dans les 2 mois qui suivent le refus du salarié, de le licencier. Le seul refus d'appliquer l'accord à son contrat de travail constitue un motif de licenciement. Et c'est là la réelle nouveauté de l'accord de performance collective. Pour bien mesurer la force de cet outil, il est essentiel, à mon sens, de faire un parallèle avec le droit commun. En droit commun, le salarié qui refuse la modification de son contrat de travail, ce refus n'est pas constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en soi. L'accord de performance collective permet de sécuriser la rupture du contrat de travail du salarié en faisant en sorte que, en permettant l'accord de performance collective sécurise la rupture du contrat du travail du salarié en cas de refus de la modification de son contrat. Alors, en contrepartie de ce licenciement, les salariés pourront bénéficier des allocations chômage dans le droit commun et l'employeur va devoir abonder le compte personnel de formation à hauteur de 3 000 € minimum.
Alors justement, ce qui est très important à prendre en compte quand on veut se lancer dans ce type de projet, c'est le coût. Le coût doit être mesuré en amont. Effectivement, tout ce qui va découler du licenciement et de l'application même de l'accord de performance collective va avoir un coût non négligeable. Au niveau des indemnités de licenciement, par exemple, les indemnités de préavis, mais également au niveau des contreparties que vous allez devoir accorder à vos salariés pour que l'accord puisse être signé. Par exemple, on peut imaginer que l'employeur décide d'abonder le compte personnel de formation à hauteur de 5 000 €, par exemple, au lieu des 3 000 € minimum. Et pour les CDD, les salariés en contrat à durée déterminée, est-ce qu'ils pourront être licenciés s'ils refusent la modification de leur contrat de travail? Alors malheureusement non, les textes sont muets à cet égard. Les salariés en CDD qui refusent l'application de l'accord de performance collective à leur contrat de travail ne pourront pas être licenciés, ou en tout cas ne pourront pas faire l'objet d'une rupture anticipée sur ce simple motif. Les seuls cas de rupture du CDD sont ceux qui existent déjà, les ruptures d'un commun accord, rupture anticipée pour faute grave, etc. On va passer à la partie relative au contenu de l'accord de performance collective. Comme tout accord d'entreprise, l'accord de performance collective va avoir un préambule. C'est en théorie la seule clause obligatoire de l'accord de performance collective. Le préambule va définir les objectifs poursuivis par l'accord. Il devra, à mon sens, être rédigé avec soin pour éviter toute difficulté d'interprétation, notamment concernant la qualification de l'accord et le régime juridique qui en découle. À côté de ces mentions obligatoires, il y a aussi des mentions facultatives. Le Code du travail prévoit que l'accord pourra prévoir un certain nombre de mesures facultatives. L'APC peut notamment prévoir les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation. Il peut aussi prévoir les modalités selon lesquelles seront conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés. On le voit très bien, si vous utilisez le levier de la mobilité professionnelle, un accord qui prévoit une mobilité professionnelle pour Madame Z sans action de formation aura peu de chances d'être signé par les syndicats. Pareil pour la mobilité géographique. Si vous imposez à votre salarié une modification de son lieu de travail sans prise en charge, par exemple, des frais de déménagement ou lui donner la possibilité de travailler plus facilement en télétravail, ce type d'accord aura du mal à être signé par les syndicats. L'APC peut aussi prévoir les conditions dans lesquelles les dirigeants fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés. L'employeur donne l'exemple. Il impose à ses salariés une réduction de leur rémunération. Il s'applique à lui-même cette réduction de rémunération à due proportion de celle appliquée aux salariés. Cette disposition a beaucoup d'importance dans la préparation d'un accord de performance collective puisqu'il renforce l'idée de contrat de groupe, de conscience collective. Enfin, l'accord de performance collective doit aussi prévoir des dispositions relatives aux modalités d'information des salariés sur l'application de l'accord, son suivi ou encore la situation des salariés au terme de l'accord. Pareil, dans un souci de lisibilité, il est essentiel que l'accord de performance collective prévoit ce type de disposition pour qu'il aboutisse à une signature des syndicats à l'issue des négociations. En pratique, on voit que ces dispositions facultatives vont avoir de l'importance dans la rédaction même de votre accord de performance collective puisqu'il va prévoir les contreparties de l'employeur. L'employeur demande à ses salariés de faire des efforts. En contrepartie, il prévoit des mesures pour équilibrer l'accord. On le voit, la négociation d'un accord de performance collective doit nécessairement passer par la réflexion d'un projet. L'employeur qui entame des négociations pour la mise en place d'un accord de performance collective doit avoir un projet réfléchi, et ce, avant même l'ouverture des négociations. Les négociations vont en fait permettre d'affiner ce projet, de l'équilibrer. Alors, on l'a vu, l'accord de performance collective est un outil puissant, mais la rupture conventionnelle collective l'est tout autant. Mais les deux outils ne suivent pas la même logique. Dans un cas, l'accord de performance collective permet de réorganiser l'entreprise tout en préservant l'emploi.
La rupture conventionnelle collective, elle, suit une logique de réduction des effectifs, mais sur la base d'un volontariat et avec un accompagnement renforcé des salariés. Ces deux outils peuvent être utilisés en dehors de toute difficulté économique. Alors, en quoi consiste la rupture conventionnelle collective? Préparer et engager des négociations pour mettre en place un dispositif de rupture conventionnelle collective fait intervenir 4 interlocuteurs. Les salariés, tout d'abord, les partenaires sociaux, le CSE, les délégués syndicaux, la DIECT et aussi l'employeur. Les salariés, tout d'abord. Vous êtes sur un dispositif basé sur le volontariat des salariés. Il est donc essentiel de sonder auprès des salariés l'intérêt qu'ils portent à la mise en place d'un tel dispositif. Le CSE ensuite. La réglementation ne prévoit qu'une simple information du CSE lors de l'ouverture des négociations. Mais le CSE va jouer un rôle important dans la mise en œuvre de l'accord. Il est donc essentiel d'intégrer le CSE dans le projet et ce, au stade même de son élaboration. Même idée pour la DIECT. La DIECT va jouer un rôle capital dans la mise en place d'un tel dispositif puisqu'elle va valider l'accord et elle va veiller à sa bonne mise en œuvre. Il est donc conseillé de se rapprocher de la DIECT pour lui faire part de son projet, pour lui faire part de votre projet et prendre en considération ses observations, et ce, au stade même de l'élaboration du projet. Enfin, l'employeur. L'employeur est au cœur de ce projet d'entreprise. Il devra réfléchir au contenu de son accord de rupture conventionnelle. Je pense notamment au champ d'application ou encore à la durée de ce type d'accord. Ce qui nous amène justement sur l'idée du contenu de l'accord de RCC qui est vachement encadré par la réglementation. L'idée de la présentation d'aujourd'hui n'est pas de vous faire un listing exhaustif de l'ensemble des mentions qui vont devoir figurer d'un accord de performance collective. L'idée est plutôt de vous sensibiliser sur les points de vigilance dans la rédaction d'un tel accord. Tout d'abord, le projet mis en place devra être exclusif de tout licenciement économique. De même, l'employeur ne devra recourir à aucun licenciement pour atteindre ses objectifs. Sur l'aspect critères d'éligibilité ou encore critères de départage, le point de vigilance, ça va être le principe de non-discrimination. L'idée est de ne pas créer de discrimination entre les salariés, que les critères utilisés soient objectifs. Sur l'aspect convention individuelle, ce qu'il vous faudra bien garantir aux salariés, c'est qu'ils puissent exprimer son consentement en toute liberté. L'accord de rupture conventionnelle devra aussi prévoir des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés, tels que le congé mobilité, des actions de formation, de validation des acquis ou de reconversion. Il conviendra d'être vigilant sur la précision de ces mesures et leur pertinence, qu'il y ait un certain équilibre entre les mesures proposées par l'accord et les indemnités attribuées aux salariés volontaires. Enfin, autre point qui fera l'objet d'un contrôle particulier de la part de la DIECT, ça va être l'effectivité de l'information du CSE. Il doit être inclus dans le projet. Et un autre point, ça va être les modalités de suivi de l'accord. L'accord devra précisément déterminer les modalités de suivi de l'accord. Une fois que votre accord est rédigé, vous allez devoir le déposer auprès de l'administration. Alors effectivement, une fois conclu, l'accord est déposé à la DIECT par voie dématérialisée sur le portail RUPCO. Donc vous trouverez sur les diapositives l'adresse du portail RUPCO si vous voulez toutefois y jeter un coup d'œil. Alors sur la base des différents points de contrôle que Loïc vient d'exposer auparavant, la DIECT aura 15 jours pour valider ou refuser le dossier de rupture conventionnelle collective. En cas de validation du dossier de rupture conventionnelle collective, les salariés sont informés de l'existence de cet accord et des différentes voies et délais de recours. En cas de refus de validation, un nouvel accord pourra être renégocié, le CSE sera informé de la renégociation de cet accord et l'on resuit le même schéma de dépôt, d'attente de validation jusqu'à obtenir validation finale par la DIECT. Une fois que l'accord est validé,
La procédure individuelle, hein, la procédure de convention individuelle de rupture va s'échelonner sur une procédure qui ressemble un petit peu aux élections pour la première partie et la deuxième partie à ce qui existe aujourd'hui pour la RCH. Donc l'employeur va lancer tout d'abord un appel à candidature. Le salarié devra disposer d'un délai suffisant pour exprimer sa volonté d'être candidat. Et cette possibilité sera offerte aux salariés jusqu'à la date limite de dépôt des candidatures. À l'expiration de cette date et après avoir appliqué le cas échéant les critères de départage, les conventions individuelles vont pouvoir être signées. En pratique, le contrat ne pourra être rompu effectivement qu'à l'expiration d'un délai de rétractation. Le contrat est rompu d'un commun accord des parties. On n'est ni sur un licenciement, ni sur une démission. La rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié aux indemnités prévues par l'accord. Cette indemnité doit au moins être égale à l'indemnité légale de licenciement. Le salarié volontaire pourra aussi bénéficier du versement des allocations chômage dans le cadre de la rupture conventionnelle collective. Enfin, certains points doivent être mis en exergue. Il vous faudra être attentif à certains points dans le cadre de la rupture conventionnelle collective. C'est que on va être sur un dispositif qui a un certain coût, donc il vous faudra anticiper ce paramètre. Et il sera aussi essentiel d'assurer un suivi effectif de la mise en œuvre de l'accord, puisque CSE et DIEC vont veiller au grain. Alors, effectivement, l'employeur assure le suivi de la mise en œuvre de l'accord. Il va déjà adresser à la DIEC un bilan 1 mois après la fin de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement des salariés. En parallèle, le CSE est régulièrement consulté sur la mise en œuvre de l'accord et les avis du CSE sont transmis à la DIEC. Donc, avec ces deux garde-fous, on le voit bien, la mise en œuvre d'une rupture conventionnelle collective peut rapidement s'avérer complexe, technique et lourde. En visualisant ce slide, on se rend compte de l'importance d'intégrer le CSE, la DIEC et la DIEC dans le projet et ce au stade même de son élaboration, puisque ces interlocuteurs vont jouer un rôle capital dans la mise en œuvre de l'accord de rupture conventionnelle. Alors, on l'a vu tout au long de cette présentation, l'accord de performance collective et la rupture conventionnelle collective sont deux outils très puissants, avec un champ de possibilités très large. Ces deux outils vont vous permettre d'éviter des licenciements économiques. Comme tout outil administratif, on a une procédure administrative à suivre, des délais, etc. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le préalable à toute mise en œuvre d'un accord de performance collective et d'une rupture conventionnelle collective est de réfléchir mûrement à son projet, à établir sa stratégie sur du plus ou moins long terme et à réellement chercher la finalité de votre projet afin d'éviter tout écueil dans la mise en place de ces deux dispositifs. Nous vous remercions pour votre attention. Peut-être que Loïc a quelque chose à rajouter. Oui, en fait, je voulais juste rajouter que finalement, les deux accords, l'accord collectif ne sera que le support de ce projet. Il ne permettra que la mise en œuvre du projet qui a été réfléchi au préalable. Effectivement. Nous vous remercions donc de votre attention et nous vous demandons de vous rapprocher si vous avez des questions du service social du cabinet BDO, de moi-même, Jessica Gigant, ou de Loïc Plante, si vous avez d'autres questions sur ce sujet. Dans l'immédiat, une question nous arrive, Loïc et Jessica. Alors, est-ce que l'employeur est obligé de licencier le salarié qui refuse la modification de son contrat de travail dans le cadre de l'APC ? Alors non, l'employeur, ce n'est pas une obligation. Il a la possibilité de le faire, donc dans les 2 mois qui suivent le refus, mais ce n'est en aucun cas une obligation. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous allez avoir, en ne licenciant pas des salariés qui ont refusé cet accord, vous allez voir cohabiter des salariés qui ont des conditions de travail très différentes. Donc ça va être rapidement invivable et ça va fragiliser votre dispositif, tout simplement. Donc ce n'est pas conseillé. Merci. Une deuxième question nous arrive.
est-ce que via l'APC, on peut mettre en place un dispositif d'intéressement? Est-ce que cela est possible? Alors, le champ d'application de l'APC, de l'accord de performance collective, est strictement limité. Durée du travail, rémunération et mobilité professionnelle. Donc l'APC n'est pas ouvert à la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale. Donc à mon sens, la mise en place d'un dispositif d'intéressement peut tout à fait passer par le droit commun de la négociation collective. Très bien, merci Loïc. Alors peut-être une troisième question et peut-être la dernière. Est-ce que l'on peut recourir à des licenciements économiques après une rupture conventionnelle collective? Alors oui, rien ne vous empêche, après la rupture conventionnelle collective, de mettre en place des licenciements économiques. Encore faut-il que le motif économique existe, soit réellement présent. Merci beaucoup Loïc et Jessica Gigant. En tout cas, merci pour cette présentation de ce nouveau dispositif et de ces précisions sur les modalités d'application ainsi que le contenu. En tout cas, on vous donne rendez-vous avec nos collaborateurs pour la mise en place de ces dispositifs et pour répondre à toutes vos questions.